Bonjour, je m'appelle Ondine Cloez. Je suis artiste en résidence au laboratoire d'Aubervilliers en 2020 et 2021. En 2020, j'ai créé une pièce qui s'appelle L'art de conserver la santé et qui part d'un traité du XIIIe siècle qui s'appelle Regimen Sanitatis Salanitanum, ou l'art de conserver la santé. Et j'avais envie, après la création de la pièce, de continuer la recherche qui avait été faite autour de la santé au Moyen-Âge et du coup en écho à ça la santé aujourd'hui, en proposant des cycles de conférences, rencontres. Donc le premier cycle, c'était avec Mounial Kotni et Estella Bonafou, qui nous ont toutes les deux parlé du rapport patient-médecin, pour Estella Bonafou qui est médiéviste au Moyen-Âge et pour Mounial Kotni qui est anthropologue de la santé aujourd'hui, et notamment comment on pourrait penser une santé féministe. Qu'est-ce que ce serait ? Mounia, pendant cette conférence, elle a évoqué les patients experts et les patients militants. Et j'avais envie un peu de faire un zoom sur cette question-là. Donc aujourd'hui, c'est Lucille Sergent et Aurélie Brousse qui vont avoir une discussion autour de cette question des patients experts et qu'est-ce que c'est de penser la santé et la maladie du point de vue des personnes malades. Bonjour. Alors je sais pas si on ne voit pas très bien en fait parce qu'on a les spots dans le visage, mais c'est parti, on peut y aller. Vous êtes tous là. Bon bah merci beaucoup d'être là et puis merci beaucoup au laboratoire d'Aubervilliers de nous avoir invités et à Ondine, donc qui nous a invités dans le cadre des cycles qu'elle organise autour de sa pièce, de sa résidence et de sa pièce chorégraphique qui s'appelle L'art de conserver la santé. Donc nous aujourd'hui on va se demander avec Lucille Sergent s'il y a un art de perdre la santé. Parce que voilà, j'ai fait un petit jeu de mots, mais effectivement on pense qu'il y en a un à nous deux. Et donc Lucille elle est diplômée de l'université des patients, donc on va vous expliquer ce que c'est que l'université des patients ensuite. Et actuellement, elle poursuit des recherches sur la thématique de la participation politique des personnes malades et de la manière dont elles se sont emparées de leur maladie pour justement défendre leurs droits et puis se visibiliser, se rendre visible dans la société. Lucille, c'est aussi quelqu'un qui connaît la maladie et qui a donc édité un petit guide de survie des patients face à la blouse blanche à l'issue d'un épisode de maladie, enfin en tous les cas d'une expérience de maladie. Et moi-même, j'ai aussi expérimenté la maladie, à savoir dans toutes ses dimensions, qu'elle soit physique, sociale, Lucille aussi. Et pour en parler, pour essayer de communiquer sur cette expérience, j'ai réalisé une pièce radiophonique qui s'appelle « Quand la mer se retire ». Et ensuite, j'ai été amenée à travailler encore sur cette maladie auprès de Médecins sans frontières pour mettre en place un projet de prise en charge des cancers du sein des femmes au Mali. Donc en fait, c'est à ce titre, en tant que malade, en tout cas en tant que personne qui ont expérimenté la maladie, qu'on voudrait prendre la parole parce que déjà, on ne l'a pas souvent. Donc là, on est très contente de pouvoir la prendre. Et puis surtout, on ne l'a pas souvent dans un cadre comme celui-ci, parce qu'en règle générale, c'est souvent dans les associations de patients ou bien à l'hôpital qu'on peut nous donner la parole, et encore. donc voilà, donc en fait, on va vous parler de ce que c'est comme expérience, la maladie, parce qu'évidemment, on pense à tout l'enjeu physique que ça représente, mais aujourd'hui, c'est aussi des enjeux sociaux et politiques, ça a un impact réel sur la vie d'un individu. Alors on va parler des maladies plus chroniques que des maladies aiguës, parce qu'en fait c'est des maladies qui s'installent dans l'existence et avec laquelle on doit vivre pendant plusieurs années, donc comment est-ce qu'on compose avec cette dimension-là. Et puis on va parler plutôt de malades que de patients, parce que les patients, c'est plutôt la relation médecin, dans l'hôpital, le malade dans l'hôpital. Et donc, évidemment, on en parlera aussi parce que c'est un lieu de violence, mais on ne va pas se concentrer dessus. Donc, dans un premier temps, on va aborder la question de ce que c'est comme expérience d'être malade. En fait, qu'est-ce que c'est que d'être malade aujourd'hui ? Et
Et donc, on va écouter, j'aimerais bien vous faire écouter, parce qu'en fait, quand on traverse ces expériences-là, on est un peu isolé, et puis on cherche tout simplement des références ou des personnes à qui s'identifier. Et Lucille, comme moi-même, on a fait ces démarches-là, toujours un peu seule dans son coin au départ. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait. Il n'y a pas beaucoup de représentations de maladies. Les philosophes n'ont pas beaucoup travaillé dessus. C'est pas très facile de trouver de la matière. Et moi, je sais qu'il y a une personne qui a été assez importante dans ma réflexion sur cette expérience, c'est Susan Sontag, qui est donc une philosophe assez connue et qui, elle aussi, a connu la maladie et qui en parle assez bien dans une de ses conférences, qui est devenue ensuite un livre, qui s'appelle « La maladie comme métaphore ». Donc en fait, je voudrais juste vous faire écouter le début de son intervention qu'elle a donnée donc à New York, c'était en 1977. Et puis c'est en anglais, mais je vais vous la traduire ensuite en gros, comme ça vous allez comprendre si vous ne comprenez pas l'anglais. Illness is the night side of life, another citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, sooner or later, each of us is obliged to emigrate, at least for a spell, to that other kingdom. I'm not going to talk tonight about what it is really like to inhabit the kingdom of the ill, but about the fancies and prejudices which haunt that other citizenship. That is, I'm not going to talk about real geography, but about stereotypes of national character. My subject is not physical illness, but the use of physical illness as metaphor. And the point of this lecture, entitled Illness as Metaphor, is that illness is not a metaphor, and that the most desirable way of regarding illness is the one least encumbered by, most purified of, most resistant to metaphoric thinking. Yet it is hardly possible to take up one's residence in the kingdom of the ill outside the metaphoric terms by which it has been defined in the culture. It is toward a clarification of those metaphors and a liberation from them that I dedicate this inquiry. I want to center the discussion around two diseases which were or are thought to be unmentionable: tuberculosis and cancer. Now, several hypotheses could be offered for the taboo that once surrounded people with TB and still surrounds people who have cancer. With TB, it could be explained by the fear of contagion, but no medical evidence suggests that cancer is contagious. Nevertheless, it is felt to be morally contagious by most people and often does produce behavior of avoidance on the part of relatives and friends, just like a contagious disease. Perhaps there's a tendency to regard all unexplained illnesses as contagious, whether they are or not. Unlike the great epidemic diseases of the past, like plague, cholera, typhus, and so on, TB and cancer are frightening because however great their frequency in a given population, they remain individual illnesses, mysterious arrows that can strike anyone. Donc, c'était un petit peu long, mais en fait, donc ce que nous dit Susan Sontag, c'est que le passage de la santé à la maladie, tout le monde peut le vivre plusieurs fois dans sa vie. Et puis il y a ceux qui ont le passeport, enfin on a tous ce passeport pour passer d'un côté à l'autre. Et puis il y a ceux qui vont passer plus de temps d'un côté que de l'autre. Et donc elle dit que quand on passe dans cet univers de la maladie, on porte des métaphores très lourdes qui vont être un poids supplémentaire et qui vont être une souffrance supplémentaire pour le malade. Et que donc le meilleur moyen pour que le malade puisse vivre de manière plus légère cette expérience, c'est de se défaire de toutes ces métaphores et donc il y a un gros travail de déconstruction à faire et un gros travail de communication sur ces métaphores et sur ces mots qui sont utilisés. Et quand on parle par exemple du cancer, le cancer c'est vraiment la métaphore ultime de la maladie qui tue et qu'on utilise à toutes les sauces en permanence, le cancer d'une société, la délinquance, des choses comme ça.
Donc voilà pourquoi je voulais vous faire écouter ça. Et puis je voudrais demander à Lucille ce qu'elle pense aussi de cet extrait. C'est vrai que, comme tu dis, il y a plein de métaphores, de préjugés qui sont liés à la maladie. Et c'est vraiment un travail que de les déconstruire pour déconstruire cette idée que le malade, ça serait un être complètement passif. D'ailleurs, c'est pour ça que tu faisais la distinction malade-patient. Le patient, c'est vraiment l'objet de soins dans un rapport médical. Un objet, si je prends ce stylo, je peux le poser, il est complètement inerte, passif. Il va pas porter de plaidoyer politique ou être dans le pourparler, il ne va pas communiquer sur ce qu'il vit. Alors que, et on a vraiment cette idée encore que le patient et le malade, c'est un être vraiment passif. Il y a des chercheurs comme Catherine Tourette-Turgis, par exemple, qui ont montré que il y a vraiment un art de perdre la santé. C'est un vrai travail. En fait, le malade va développer plein d'activités. Et donc, au lieu d'être un objet complètement inerte, il va vraiment, même lors d'une simple consultation, le malade chronique va mobiliser plein d'activités qui sont liées avec le savoir qu'il a acquis au cours de ses expériences. Ces activités, elles sont souvent invisibilisées et il y a par exemple le fait de la posture que va prendre le malade pendant la consultation pour recevoir des soins. Ça va être relever sa manche, se positionner pour faciliter le passage pour faciliter l'acte médical sur son propre corps. Et puis, Catherine Tourette-Turgis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a classé toutes ces activités. Alors, pour elle, il y a l'activité à usage personnel. Donc, c'est quand le malade se sert de son expérience pour lui-même, pour s'approprier la vie avec la maladie. Parce que quand on a une maladie chronique, on verra, hein, c'est un bouleversement, apprendre à vivre avec ces nouvelles métaphores, s'approprier ces métaphores, parce que justement, on n'est pas inerte, on n'est pas incapable. L'expérience à usage social, c'est quand le malade utilise son expérience à des fins sociales, comme le fait le malade membre d'une association qui va, par l'association, aider d'autres malades, ou qui va vulgariser des informations médicales. Ça, c'est un vrai travail scientifique, puisqu'il faut s'approprier la science pour ensuite la vulgariser à des gens qui se trouvent tout à coup confrontés à ces métaphores, à cet effondrement parfois. Et puis, dernier usage, c'est l'usage politique de la maladie. Quand, en fait, les plaidoyers politiques que vont porter les malades via des associations vont avoir pour effet de transformer la société tout entière. Pas seulement leurs propres soins, mais des effets sur le système de santé, des effets sur soulever des tabous dans la société, comme le sida avec la sexualité, on en reparlera plus tard. Et tout ça, ça montre que le patient, c'est une personne active, pas juste un objet. Et vraiment... souvent on oppose, on se dit maintenant le patient est moins passif, le malade est moins passif. Non, en fait il a toujours été actif, même physiquement. Et cette idée de la passivité, moi je pense que c'est un postulat même politique qui permet d'invisibiliser, en fait, de croire que ces personnes sont incapables. Alors que, en fait, c'est une bataille déjà pour soi, avec ces représentations du monde, ces nouvelles métaphores, ce nouveau passeport de santé, et puis pour le monde dans lequel il vit. Tout à fait. Et c'est vrai que
par rapport à ces expériences qu'on a vécues l'une et l'autre, l'idée, donc c'est pas forcément de témoigner. Ce que j'aime bien, enfin c'est un témoignage de malade, mais ce que j'aime bien dans ce que dit Catherine Tourette-Turgis, donc pour repréciser, Catherine Tourette-Turgis, c'est donc, d'ailleurs tu en parleras mieux que moi, je pense, tu me dis si je me trompe, mais c'est la créatrice de l'Université des patients. Oui. Qui, elle, a été très engagée dans la lutte contre le sida. Oui, elle était activiste à San Francisco pendant les années sida. Elle est sociologue et psychologue. Et elle s'est rendue compte, en fait, de toutes les activités, comme toutes celles qu'on a déjà développées, toutes les activités qu'avaient mis en œuvre les personnes malades pendant ces années. Cette lutte, ce savoir-faire qu'ils avaient acquis, savoir-faire politique. Et elle s'est dit, il faut que je fonde une structure universitaire pour partager ces savoirs, pour faire que ces vécus ne soient pas complètement isolés, mais que toutes ces expériences puissent avoir un intérêt collectif pour la société, un usage pour tous. Et elle a fondé donc, en 2010 à la Sorbonne, Sorbonne Médecine, donc au milieu de l'université de médecine, c'est aussi très symbolique, cette université des patients. Et quand tu disais que justement elle parlait que c'était pour rompre l'isolement aussi, c'est intéressant parce qu'elle disait justement que cet isolement c'est aussi politique, c'est-à-dire que le patient, parce qu'il est patient, doit passer par l'hôpital, doit se plier aux soins, ce qui est normal puisque c'est pour le soigner, mais en même temps, lorsqu'il quitte l'hôpital ou ce parcours-là, il ne doit plus en parler. Donc ça crée une forme d'isolement social assez forte, puisqu'on on a ces métaphores-là, mais on a aussi le fait que c'est un passage, c'est pas quelque chose avec lequel tu vas vivre, donc n'en parle pas. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche de Catherine Tourette-Turgis, c'est que avec cette université des patients, elle rompt l'isolement en faisant en sorte que les patients se mettent ensemble et construisent des outils aussi politiques pour aller justement s'intégrer aux institutions sanitaires, de soins, et questionner les pratiques de soins. Donc, et ce que je voulais dire par là, c'est que nous, à un moment, elle dit qu'il ne faut pas prendre les patients qui s'expriment comme des patients alibi, c'est-à-dire des patients qui vont amener un témoignage un peu dur à entendre, on va l'entendre et puis après on va passer à autre chose, mais plus comme des personnes qui ont vécu des expériences de marginalité ou de difficultés qui sont plus ou moins longues, qui restent plus ou moins longtemps vivantes chez eux, mais qui leur permet ensuite peut-être de faire avancer les questions politiques pour toute la collectivité en fait. Parce que c'est vrai que de devenir malade chronique, c'est socialement très difficile, ce dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, parce que socialement, ça donne des difficultés pour trouver du travail concrètement, c'est des difficultés pour avoir des emprunts, acquérir une propriété, c'est des difficultés d'assurance. Voilà, c'est une forme de stigmate social qui est assez lourd à porter et qui est encore très persistant. Et c'est vrai que la politisation des malades, elle n'est pas du tout évidente en fait. Encore aujourd'hui, ça peut paraître étonnant justement avec l'expérience du sida dont on parle énormément, mais c'est vrai que l'expérience du sida, c'est presque un épiphénomène et qui a été un lieu assez fantastique de concordance de lutte et qui a amené à une grande réussite et pharmaceutique et politique, mais ce n'est pas une réalité pour le reste des malades. Et donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toi, ça t'a intéressé de travailler sur la question et que tu as investigué au-delà du sida en fait. Enfin, tu t'es dit avant, qu'est-ce qui se passait quoi. C'est vrai que moi je me suis posé la question déjà de quand ça commence finalement les mouvements de malades, parce que vraiment partout on voit les premiers, vous tapez mouvement de malades sur Wikipédia et vous tombez sur les premiers mouvements de malades sont nés avec le sida, mais je me suis dit oui, mais si on était déjà actifs et que, il y a des gens qui se sont posé la question avant, forcément. Et en fait, oui, la santé, elle devient un sujet déjà public, un sujet démocratique dès le 19e siècle, avec des mouvements ouvriers qui se sont dit,
comment on va faire pour améliorer nos conditions de liées vie. Au travail. Au travail, à la santé, avec les mouvements mutualistes en fait. Et puis ensuite avec les tuberculeux, les personnes atteintes de tuberculose. Dès la fin du 19e siècle, en fait, on connaît mieux on connaît mieux la maladie de la tuberculose, on connaît un peu plus les règles d'hygiène, etc. Et le monde la vie de ces malades change en fait. Avant, ils étaient complètement enfermés dans les sanatoriums, donc ces lieux ces lieux de soins, mais de vie aussi. Et à partir de la fin du 19e, c'est plus qu'un lieu d'enfermement complet, mais ils font des expériences de va-et-vient en fait entre l'enfermement des sanatoriums et la vie à l'extérieur. Et toutes ces personnes-là, elles partagent un quotidien que seuls connaissent quand ils sont à l'intérieur, mais aussi quand ils sortent. Et ils se confrontent justement à ce que tu disais de l'univers de l'hôpital, où on croit que sortie du soin, en fait, c'est bon, la maladie, elle est catégorisée entre les murs et devant une blouse blanche. En fait, ils doivent faire face à de nombreux préjugés, trouver un emploi, un logement, et ils partagent aussi cette réalité sociale. Et en plus, ils font face à beaucoup de défiance quand on lit les comptes rendus médicaux de l'époque ou dans les sanatoriums ou les conseils municipaux. Il y a cette idée qu'on retrouve aujourd'hui de ces gens qui profitent du système, qui sont nourris, logés dans les sanatoriums. En plus, ils sont pas contents. Que demande le peuple? Et puis, une méfiance en fait, parce que ce sont des gens pauvres, ceux qui vont dans les sanatoriums, et il y a tout en plus le développement d'une philanthropie, donc d'œuvres de charité, de bienfaisance, de gens qui ont de l'argent, qui veulent leur inculquer des mœurs bourgeoises, des valeurs morales. On pense que ça, en plus, ça va les empêcher d'avoir des chutes, des rechutes de maladie, d'être malade. Mais cette idée, en plus, entre la maladie, la morale, elle est vraiment très ancienne, en fait, dans nos sociétés. Et elle persiste. Ouais. Elle persiste fort pour plein de maladies chroniques. Encore aujourd'hui, on va tenir le malade responsable de sa mauvaise hygiène de vie, ou bien de son stress. Il a trop stressé, il a fumé, il a bu, et donc il mérite sa maladie. En tous les cas, on essaye toujours de trouver une raison au fait que l'autre soit malade. Et ça persiste encore très fort, ouais, tout à fait. Mais, et donc après les tuberculeux, il y a d'autres malades qui se sont entre les tuberculeux et le sida. Alors la tuberculose, ça dure assez longtemps en fait. Ouais. Et alors en parallèle, il y a tout un mouvement aussi des personnes en situation de handicap qui se bat pour changer leur regard. Dès le 19e Dès la fin du 19e. D'accord. Et début 19e, alors déjà parce qu'aussi il y a beaucoup plus de handicap avec la Première Guerre mondiale. Donc on ne peut plus cacher les personnes en situation de handicap. Ça peut arriver, déjà en règle générale ça peut arriver à tout le monde, mais là c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important avec la Première Guerre mondiale donc, et avec aussi l'industrialisation, qui fait que les accidents du travail sont très nombreux en fait, et il y a beaucoup de gens qui doivent vivre dans des situations de handicap, et il n'y a pas encore de structure. C'est des gens qui vont commencer à demander, nous on doit être dans des structures et tout, mais pourquoi dans ces structures on n'a pas accès à l'éducation, pourquoi on ne peut pas travailler, pourquoi... Et donc il y a tout ce mouvement qui se développe aussi en parallèle. La tuberculose va être soignée ensuite après au milieu du XXe, et en 1946 il y a la sécurité sociale. Donc ça change un peu la donne, puisque ce qui est un peu ambigu en plus en France, c'est que on nous dit
pourquoi vous n'êtes pas content? Vous avez les soins gratuits, vous avez... donc pourquoi en fait faire encore des plaidoyers politiques? Mais c'est vrai qu'on l'oppose souvent, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on est dans un système qui quand même, par rapport aux États-Unis par exemple, si on compare, parce que c'est pas comparable en fait, mais, qui est quand même très... Voilà, on est bien couvert, mais c'est vrai qu'on nous le dit souvent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez déjà l'affection longue durée, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Mais parce qu'en fait, il faut demander toujours plus, parce qu'en fait, sinon on n'avance pas déjà. Mais effectivement, et ça, par rapport à 1946, à la sécurité sociale, ça impacte, ça constitue aussi des associations de patients, c'est quelque chose qui change ce paysage-là ou pas? Moi, je pense que ça l'a justement un petit peu affaibli, et il faut attendre le sida. Alors, en parallèle, il y a quand même des ligues comme la Ligue contre le cancer dès 1928, etc. Et ça, toutes les ligues, c'est des médecins qui les ont mis en œuvre ou des politiques. Donc, c'est pas le même enjeu que... moi, je me suis demandé vraiment quand est-ce que les gens se sont mis ensemble, se sont dit on est malade, on est rejeté, comment on fait pour avancer ensemble, pour changer les choses en fait, et pas seulement pour nous, mais pour toute la société. On le verra plus tard avec le sida. Mais c'est vrai que c'est l'apport du sida, c'est vraiment d'avoir eu cette mobilisation énorme en fait. Des malades, et des familles des malades. Et d'avoir eu une espèce de confirmation de la possibilité d'une éducation thérapeutique, c'est-à-dire de malades qui eux-mêmes sont dotés de compétences et qui peuvent former d'autres malades ou même les soignants. Et surtout les soignants en fait, à l'époque. Oui, en fait, c'est avec le sida que naît ce savoir expérientiel et cette idée que le malade a un savoir, il a le droit d'être à la table avec des experts. Il a une légitimité aussi qui est démocratique. Le fait d'avoir le droit de dire oui, mais tout ça, ça va se passer sur mon corps. L'éducation thérapeutique, en fait, ça naît surtout avec les diabétiques. Aux États-Unis et en France, ça a été mis en œuvre assez tard. Mais mais souvent, on est un peu tard. Ouais. On est un peu en retard souvent, non? Oui. Non, pas surtout, mais j'ai l'impression que dans les questions de santé, en tout cas, il y a une forme de résistance du... je pense que c'est aussi lié à la prise en charge de la sécurité sociale, en fait. C'est un des effets pervers, parce que, bien sûr, moi, je ne suis pas contre la sécurité sociale, je trouve que c'est incroyable de pouvoir bénéficier de soins et tout, mais parfois on se dit, on a déjà ça, alors c'est dur de porter des plaidoyers politiques, parce qu'on va dire aux gens, c'est bon, ça c'est remboursé, donc arrêtez de... Voilà. Mais... alors que c'est sûr qu'aux États-Unis, par exemple, les enjeux sont différents parce que les gens derrière, il n'y a pas de filet de sauvetage, quoi. Donc les associations sont très puissantes aussi. Oui, tout à fait. Mais là, quand tu dis que la sécurité sociale nous prend en charge, elle nous prend en charge surtout, si un jour ça arrive à l'un d'entre vous, elle nous prend en charge sur tout ce qui est lié aux soins. Oui. Mais tout ce qui est en dehors du soin, évidemment, c'est la sécurité sociale. Mais tout l'impact qui est en dehors du soin, il n'y a pas de filet de sauvetage. Retrouver un travail, trouver un logement. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques et qui sont complètement handicapées socialement par rapport à ça, quoi. Et là-dessus, il y a un gros travail de plaidoyer à faire. Et ce sont d'ailleurs souvent les associations qui portent les plaidoyers. Tu parlais du fait de pouvoir acheter une maison quand on a un cancer, le droit à l'oubli. Donc c'est le fait d'avoir le droit qu'on oublie la maladie quand on veut contracter un contrat d'assurance. Ça paraît anecdotique, mais bon, quand on a un cancer à 25 ans, peut-être qu'un jour dans sa vie on voudra acheter une maison, en fait. Et ça, ce sont les associations qui se sont opposées par des stratégies politiques au lobby des assurances, par exemple. Donc là, après, on a des rapports de pouvoir qui sont très asymétriques. Et quand tu parles justement de rapports de pouvoir, la dimension aussi
important dans l'implication des associations de patients, c'est le rapport aussi aux médecins. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que cette relation de pouvoir, elle soit un peu déplacée. Et je trouve qu'en France, par exemple, c'est quand même un endroit où les médecins ont un pouvoir assez important. Et socialement, en termes de représentation, leur savoir est quand même très, très dense. Et en tant que patient en situation de vulnérabilité, c'est d'autant plus difficile de s'opposer à ce savoir. Donc, par exemple, l'université des patients va former en tous les cas, va permettre à des patients d'ensuite pouvoir aller questionner les situations de pouvoir et d'abus de pouvoir, c'est ça ? C'est vrai que donc moi, le cursus que j'ai fait à l'université des patients, c'était en démocratie sanitaire, donc vraiment sur l'aspect politique de la santé. Et c'est vrai qu'on apprend par exemple à faire des plaidoyers, à savoir ce que c'est qu'une stratégie politique. Et là, c'est quelque chose que je continue dans mes recherches aussi, puisque une partie de mes recherches consiste à interroger justement les associations sur les résistances qu'elles rencontrent, les résistances politiques. Et comme tu le dis, en France, on a quand même encore un paternalisme médical et on l'a vu pendant le premier confinement, une héroïsation de la blouse. Ça n'empêche que voilà, on a besoin des personnes, des médecins, mais il y a encore une asymétrie très forte. Et avec, pendant la crise Covid par exemple, des atteintes aux droits des patients qui étaient très importantes. Arrêt des visites, arrêt des instances de représentation dans les hôpitaux, alors que on aurait pu se dire que ça pouvait se faire aussi par visio, comme la plupart des instances, mais celles-ci on les a coupées tout de suite. Quand tu dis instances, les instances de représentation, c'est que en fait il y a certaines associations qui ont des agréments pour pouvoir représenter les patients au sein de l'institution hospitalière. Donc là, on parle de démocratie sanitaire, voilà, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'usagers, puisqu'on est considérés comme des usagers aujourd'hui par le système de santé, comment en tant qu'usagers, on va pouvoir participer aux décisions qui sont prises dans les hôpitaux. Voilà, c'est ça. Sachant que donc, la démocratie sanitaire, pour définir, donc il peut y avoir deux définitions. On peut parler des institutions qui ont été mises en place, donc de comment on a donné le pouvoir, un peu de pouvoir aux patients par des mécanismes de représentation à l'intérieur des hôpitaux, etc. Mais ça, pour moi, c'est une définition qui est institutionnelle. En fait, on avait des mouvements de patients après le sida, après les grandes affaires du sang contaminé, les états généraux de la santé en 98-99. Et puis, on s'est dit, il faut donner des droits aux patients justement pour réduire ces asymétries. Donc on a donné des droits individuels, le droit de choisir son médecin, droit de... Oui, parce que ça, on ne le sait pas forcément non plus. On a le droit de choisir son médecin et on a le droit d'aller voir plusieurs médecins quand on a un diagnostic ou bien des questions sur un traitement. Ça, c'est quelque chose, on ne le sait pas en fait. Et très peu de gens pensent que c'est possible. Moi-même, j'ai échangé avec des amis ou des personnes qui se sont retrouvées dans des situations où elles étaient complètement submergées par un diagnostic et une annonce de diagnostic absolument atroce, et qui pensaient qu'elles étaient obligées de poursuivre les traitements avec un médecin qui les avait violentées en leur annonçant des choses terribles, quoi. Et en fait, elles avaient le droit d'aller voir d'autres personnes, mais elles ne savaient pas. Bah oui, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est très français. Je sais que j'ai rencontré une femme qui me disait qu'aux Pays-Bas,
il y a même une expression en néerlandais sur comment pouvoir avoir un second avis, et c'est vraiment quelque chose d'automatique. On dit, est-ce que tu as eu un second avis? Alors qu'en France, on dit, oh là là, il va croire que je le trahis, je vais perdre sa confiance, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, non, c'est... Mais donc ça, c'est un droit, et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on donne des droits à une population particulière, c'est pas, ça ne résout pas les problèmes, ça veut justement dire qu'il y a une asymétrie qui est très forte, et que c'est un outil de plus pour la personne, pour qu'elle puisse faire entendre sa voix, et voilà. Et donc justement, pour revenir aux deux définitions de la démocratie sanitaire, donc pour moi, il y a ce dispositif institutionnel, mais qui ne reprend pas toute la participation des malades, des associations de malades, parce qu'aujourd'hui, pour participer à ces instances, il faut tout un système d'agrément des associations, etc. Et en fait, il y a quelques centaines d'associations qui ont la possibilité d'avoir cet agrément, parce qu'elles sont assez grandes, parce qu'elles sont nationales, voilà. Mais on est, certaines personnes qui travaillent sur ces sujets m'ont parlé de environ 20 000 associations. Il existerait 20 000 associations. En France, oui. Et donc, il n'y en a que 100? Il y a une centaine, on est sur de l'ordre de 400, je crois. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de malades, parce que les associations de patients sont souvent organisées par maladie. Et l'enjeu, peut-être, c'est justement de ne plus être organisé en maladie, essayer de se dire qu'on est tous un peu dans le même bateau. Mais bon, ça, c'est aussi un peu politique, de diviser, enfin, en tout cas, de dire ta maladie n'a rien à voir avec cette maladie, parce que bon, bref. Mais donc en fait, il y a des maladies qui ne sont même pas représentées. C'est ça ? Qui ne sont pas représentées au niveau... Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens engagés politiquement sur ces maladies, en fait. C'est juste qu'elles n'ont pas accès... En fait, elles ont leur espace, elles aident les patients, elles font des choses au niveau local, mais en France, on aime bien centraliser. Et donc, c'est des gens qui ont qui font des actions politiques en fait au niveau local, auprès des patients concernés, mais elles vont pas forcément réussir à accéder à l'espace public, à l'espace politique. Et quand on échangeait, toi tu me disais justement que tu penses que l'enjeu c'est de se mettre tous ensemble et de se dire ok, on est tous malades, et quand on est malade on est tous confrontés à ces problématiques sociales là en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu portes au sein d'associations, ou est-ce que c'est un projet à l'état d'idée, ou est-ce que tu essayes de le construire concrètement? Je le construis pas à pas. Parce que, comme tu sais, moi je suis aussi, en plus d'être une patiente politisée, une malade, je suis aussi féministe, et par exemple, je pense que sur le sujet de la santé des femmes, il y a énormément de sujets où on nous a un peu dispatchés par maladie, mais qui en fait sont des sujets féministes, comme la douleur des femmes qui est très mal prise en charge, alors déjà la stigmatisation, elle, les malades, ça se voit pas trop, donc elle doit se laisser aller, elle s'écoute trop. Je vais pas revenir sur l'hystérie de Freud, c'est dans la tête. Et tout ça, ce sont des sujets qui, à mon avis, à un moment, doivent faire partie d'un seul projet politique. Et ça, tu penses que c'est une idée qui circule aussi dans les associations de malades, ou c'est encore... Pas toujours, je pense. Enfin, quand j'en parle, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord. Après, en fait, les choses sont organisées comme ça. Donc, faire bouger les choses, je pense que ça va prendre du temps. Mais qu'il faut aussi que, par exemple, les féministes s'intéressent aux femmes qui sont dans les associations de patients, aux femmes qui sont en situation de handicap, et que c'est un peu, il faut que ces combats ne soient pas organisés en silo, quoi. Oui, et ça tu le portes dans ta recherche en fait. Ou pas forcément? Pas forcément, plutôt dans mon engagement associatif et féministe. Et tu m'as raconté d'ailleurs qu'au sein de l'association féministe dans laquelle tu milites,
tu portes aussi cette question-là et tu essaies de... J'essaie de et c'est pas non plus très évident. Ouais. Non, c'est pas toujours... parce qu'en fait, les gens ne sont pas sensibilisés. On parle du patriarcat, par exemple, qui est un système de domination sur les femmes, mais on va pas forcément parler du validisme, qui est le fait de penser le monde que pour les valides, en fait. Et donc ça, c'est aussi un système, parce qu'à partir du moment où vous êtes différent, le monde n'est plus adapté, et vous n'êtes plus adapté au monde, vous n'êtes plus utile dans un système qui ne prône que la performance, la personne valide, la personne en bonne santé. Et donc, moi, j'essaie de créer des intersections entre ces deux luttes. On avait trouvé un poème d'ailleurs sur le sujet, je sais pas si tu veux que... donc c'est un poème qui est dans une anthologie de poèmes féministes. Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, qui est paru chez Kambukaki. Donc en fait c'est le poème d'une femme lesbienne en situation de handicap. Ça s'appelle « De simples vérités ». Je suis une femme pleine de moi-même, douce, pleine, puissante. Je désire, souvent n'obtiens rien. Je suis une femme, lesbienne, handicapée. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Demande-t-elle avec des yeux ronds. Essayant de se saisir une lueur de mon âme. À quoi ressemble ton monde ? Elles imaginent tant de différences. Elles ne croient pas que la vérité soit si simple. Mais comment font-elles ? Demandent-elles toujours en parlant des autres, celles qu'elles voient plus effrayantes que moi, celles avec plus d'appareillage, moins de mobilité. Vous n'entendez pas quand je vous parle, vous ne parlez pas, car les mots restent dans votre bouche. Nous sommes une famille de femmes qui sont différentes, quoique tellement semblables à vous. Venir ensemble, fondre les corps, femme à femme. Les mots, je les connais, les sentiments sont les miens, mais les images ne sont que de vous, vos corps non différents. Nous sommes les oubliés, ignorés. Nous ne parviendrons pas à faire des choses ensemble. Elle va être trop en demande, je ne saurais pas quoi faire. Toujours des questions, toujours des doutes. Alors nous chuchotons, et elle chuchote. Nous aimerions toutes que ça soit plus facile. Nous voulons des amantes, elle, moins de culpabilité. Nous essayons de dire que nous sommes toutes pareilles. Nous nous abritons sous les mêmes bannières lesbiennes. Et ça marche un moment. Elles nous apprécient, nous invitent, mais seulement aux réunions, rarement au lit. Elles ont peur de nous, de notre différence. Et quand nous trouvons une amante, nous nous cachons profondément en elle. Elle est notre certificat de garantie. Nous la chérissons plus que nous le désirons, plus qu'il n'est bon pour nous. Alors que nous, la famille des femmes qui sommes différentes, nous savons dans notre âme que nous sommes différentes. Essayons de nous aimer nous-mêmes, de toute façon. Nous nous rassemblons, nous nous voyons en chacune. Il reste si peu de différence que finalement, la vérité nous apparaît. Nous sommes des femmes, pleines, fortes, magnifiques, et elles ont peur de nous. Ouais, il est très très beau ce poème, mais pourquoi tu l'as choisi ? Je trouve qu'il est intéressant parce que ça montre justement que dans une même lutte, comme le féminisme, mais aussi le handicap, il peut y avoir encore des gens, c'est pas parce qu'on est militant par exemple qu'on ne voit pas qu'on voit toutes les différences, qu'on comprend tous les combats, et surtout je pense que le mouvement des personnes malades n'est pas encore un mouvement d'émancipation, comme on a pu l'avoir avec les femmes. Mais c'est pas un mouvement d'émancipation parce qu'en fait, on est invisibilisé, mais on s'invisibilise nous-mêmes. C'est-à-dire que si on prend par exemple, je t'en parlais plus tôt, mon cas à titre d'exemple, moi quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai spontanément préféré plus ou moins le cacher socialement, et en tous les cas quand je suis sortie des traitements, donc pour beaucoup de la maladie, j'ai préféré ne pas dire que je l'avais vécu, et je ne l'ai pas dit socialement, c'est-à-dire que dans mon travail je ne l'ai jamais dit, et lorsque j'ai produit quelque chose sur cet épisode de ma vie, j'ai choisi un autre nom.
Et donc là maintenant, je me dis qu'il faut que je passe à autre chose et que j'en parle ouvertement parce que ça fait partie de moi. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en fait, on intègre aussi cette invisibilisation qu'on nous renvoie, c'est-à-dire tu n'existes pas en tant que malade, ton traitement est passé, ça n'existe plus, donc redeviens comme tout le monde et tout ce que tu portes, ne nous en parle pas en fait. et en fait, ça fait qu'ensuite on acquiert une nouvelle compétence en tant que malade en voie de guérison, rémission, enfin tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on acquiert un art de la comédie en fait. On va porter une sorte de masque permanent et puis on va dire que tout va bien. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne de savoir qu'on a été à l'hôpital et que... Mais pourquoi ça n'intéresse personne? Bon, en même temps, ça fait partie de nos vies respectives. Mais ça, c'est assez compliqué à porter aussi. Peut-être que ça participe de cette difficulté à se fédérer et à s'émanciper, en fait. Parce que tout le monde ne peut pas dire qu'il a été malade, ou tout le monde n'arrive pas à le dire. Donc, chacun prend son temps et parfois les gens ne veulent pas le dire. Donc, par rapport à ça, je pense notamment à un extrait d'un livre qui a été aussi... assez important pour moi et puis pour d'autres malades, d'une philosophe qui s'appelle Claire Marin. Et Claire Marin, on a beaucoup entendu parler d'elle parce qu'elle est beaucoup intervenue autour du Covid et puis aussi parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelait Rupture. Donc elle travaille beaucoup autour de l'identité et elle-même c'est quelqu'un qui a une maladie rare, je crois. Et donc elle a beaucoup travaillé sur la maladie. Et là, je voulais vous faire écouter un petit extrait de Claire Marin. En fait, j'ai commencé à travailler sur cette question de la maladie parce que ça correspondait à une nécessité pour moi. On m'a reproché un jour dans un jury, lors d'une audition, d'avoir un parcours philosophique pas très cohérent. Et moi, j'ai toujours pensé que la philosophie était là pour nous aider à penser nos problèmes, à les réfléchir, à les mettre en mots. Et ça me semblait là absolument nécessaire de revenir sur ces éléments. Et donc, je suis allée puiser dans la littérature, en fait, des récits d'expériences de malades. Mon idée, c'était de parler de la maladie, mais aussi de m'attacher au vécu du malade. La maladie en elle-même, qui serait détachée du malade, c'est déjà une espèce de mise entre parenthèses du sujet souffrant. C'est souvent comme ça qu'elle a été traitée en philosophie, comme une image du négatif, par exemple. Donc elle était illustrative, mais c'est comme si elle méritait pas en elle-même d'être centrale. Et c'est Virginia Woolf qui dit, mais la maladie et l'expérience amoureuse, c'est les deux plus grandes expériences dans l'existence. C'est des expériences de vie intenses. Et en ce sens, il me semblait que c'était vraiment une expérience philosophique qu'il fallait approfondir, décrire. Et au début, j'ai voulu restituer cette violence expérimentée par le sujet, qui était liée à la souffrance physique, mais aussi la distance qui se crée avec la vie sociale et familiale, une forme de mise à l'écart, en particulier lorsque le patient est hospitalisé. On a vraiment cette situation-là de marginalisation. Finalement, c'est comme si on perdait des parties de notre identité, c'est-à-dire on perd celui qu'on était professionnellement, on perd un peu de sa fonction familiale. Donc là, on revient toujours à cette idée de marginalisation, mais tu vois, par rapport à parce que toi, tu connais moins Claire Marin, de ce que tu m'avais dit, et donc tu vois, elle travaille beaucoup autour de cette question de l'identité et de cette nouvelle identité qu'on va devoir acquérir et du travail que ça va être d'acquérir cette nouvelle identité de malade ou de personnes en rémission, etc., etc.
Et donc ça, je trouvais que c'était un élément aussi intéressant à avoir en tête quand on parle de la politisation du malade, parce qu'en fait, socialement, on ne nous donne pas les outils, on n'a pas la capacité de pouvoir s'exprimer vraiment, en fait, et dire, bah voilà, je suis malade, je vais quand même avoir le droit d'avoir un travail, ça va bien se passer, tout ça, donc je peux le dire, et puis je peux demander plus, quoi. Donc... Ouais, et puis je pense que c'est le continuum de cette idée d'être incapable parce qu'on est malade, en fait, je trouve, comme tu dis, je vais pouvoir trouver un travail, je vais pouvoir... et il y a vraiment une continuité d'ailleurs dans la philosophie avec, en fait, dès l'Antiquité, quand la maladie était déjà considérée comme un obstacle en fait à la participation au monde des idées, puisque Platon par exemple dans le Phédon considère le corps comme une entrave au travail de l'âme. Et alors la maladie, qui est l'expression en plus perturbée du corps, va empêcher toute pratique de la philosophie. Il dit l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, mais qu'au contraire elle s'isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps. Donc cette distinction du corps et de l'esprit qu'on a encore dans nos sociétés, car le corps nous cause 1000 difficultés, par la nécessité où nous sommes de le nourrir, qu'avec cela, des maladies surviennent. Nous voilà entravés dans notre chasse au réel. Ils nous remplissent d'innombrables sottises, si bien que, comme on dit, ils nous ôtent vraiment et réellement toute possibilité de penser. Donc ça, cette idée de la nécessité de séparer le corps et l'esprit, ça a vraiment imprégné toute la société occidentale, et puis c'est pas sans conséquence justement sur cette possibilité d'agir, parce que le citoyen, en fait, c'est celui qui, dans notre idée de la démocratie, peut formuler ses propres idées, débattre, participer politiquement. Or, comment on fait si la pensée elle est contaminée, comme dit Platon, par la maladie? Est-ce que le citoyen malade, du coup, n'a pas voix au chapitre? Enfin, c'est vraiment un continuum, et c'est vrai que dans la production philosophique, littéraire, même en peinture, on trouve peu de... Oui, parce que nous, on a cherché. On a cherché, on n'a pas trouvé. Même pour cette conférence, on s'est dit, tiens, on va chercher des représentations de la maladie ou d'un malade. Et souvent, comme tu me l'as dit, c'était une femme qui soignait un homme, souvent, ou bien... Ou des corps vraiment décharnés. Enfin, oui. C'est vraiment la maladie, dans ce cas-là, le plus aigu. Oui, c'est toujours la maladie aiguë, quoi. Oui, tout à fait. Donc, par rapport justement à l'épisode du sida et de l'organisation des malades, est-ce que tu penses que, donc évidemment ça nous a apporté énormément, mais est-ce que tu penses qu'on peut, parce que Catherine Tourette-Turgis, par exemple, elle, dans une émission que je vous invite à aller écouter, elle est vraiment très très bien, elle s'appelle « Quand les patients prennent le pouvoir », je crois, c'est sur France Culture, c'est la série documentaire. Elle dit qu'elle aimerait beaucoup que ça se fasse, par exemple, pour le cancer, et que ça ne se fait pas. Et que elle qui s'est battue pour le sida, qui a vu tout ça, elle a l'impression d'un peu plafonner, en fait. C'est ce qu'elle dit. Donc, et c'est notamment pour ça qu'elle a fait l'université des patients. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut évoluer, ou est-ce que... Oui, je pense que ça peut évoluer déjà en ayant une... en ne dispatchant pas toutes les luttes. Ouais. Et puis, après, il faut savoir que le sida avait quelque chose de très particulier dans la forme de la mobilisation. Parce que il y avait une bonne partie des militants qui étaient déjà militants avant. Et donc, parce que c'était des militants homosexuels, queer, féministes, donc des gens qui savaient porter des plaidoyers, qui savaient s'organiser politiquement, qui savaient faire des actions. Or, quand on est touché par la maladie, on n'a pas forcément ce bagage politique, en fait. Et le sida... le sida l'avait déjà. En plus, il y avait une stigmatisation très forte des malades
qui voulait de toute façon changer ça, et c'était aussi une lutte identitaire. Oui, puis il y avait une violence effectivement extrême d'ostracisation des malades, y compris dans les hôpitaux, etc. C'était quand même extrêmement violent. Mais faudrait-il inventer une nouvelle association de patients malades? Tu vas le faire, tu vas porter ça. Une nouvelle. Par contre, je pense que beaucoup de malades sont d'accord, beaucoup de militants, pour dire que il y a des choses à changer dans la démocratie sanitaire telle qu'elle a été instituée. Et puis c'est vrai que concernant le sida, ça touchait aussi une génération. C'est-à-dire des personnes quand même assez jeunes dans leur majorité. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, dans la vision qu'on a de la maladie, ce qui est juste dans la plupart des cas, on voit que on imagine que c'est des personnes âgées qui vont en être les cibles. Et on l'a vu aussi par rapport au Covid, la manière dont ça a été géré. Enfin, voilà. Mais c'est pas forcément le cas en fait. C'est ça que je veux dire. Et peut-être que c'est ces générations-là qui vont pouvoir porter ça. Je sais pas. Je pose la question. Après, moi, je pense qu'en fait, il y a une mobilisation encore qui est très forte, même de personnes jeunes. Moi, je le vois dans mes recherches. En fait, les assos font un travail énorme pour réduire justement ces asymétries, sortir du silence par un travail de vulgarisation, un travail de production scientifique. Parfois même, il y a un activisme evidence-based activism qui est vraiment un activisme sur la preuve. Donc, on va utiliser les modes de production scientifique des médecins pour produire nous-mêmes de la science et montrer et prouver scientifiquement notre plaidoyer, parce que c'est souvent ce qu'on oppose aux malades, sauf que parfois c'est sans fondement en fait. Et par exemple, dans le cadre des pratiques d'épisiotomie dans les maternités, il y a le CIAN qui a montré que c'était des pratiques abusives qui nuisaient aux patientes, et pour ça elles ont produit de la littérature scientifique, elles se sont fait publier. Donc c'est vraiment retourner les armes. Le problème, c'est que oui, ça continue à être invisibilisé. Et après, il y a une philosophe qui s'appelle Nancy Tuana qui travaille sur l'ignorance comme un champ de connaissances. Et elle, ce qu'elle dit en fait, c'est que ce qui est ignoré nous en apprend en fait beaucoup sur les rapports de pouvoir qui sont en présence. En fait, que traquer ce qui n'est pas su, c'est vraiment essentiel quand on fait une analyse sociopolitique, parce que ça va nous révéler le rôle des différents pouvoirs. Et quand on regarde vraiment, et historiquement et dans les associations aujourd'hui, moi je pense qu'il y a vraiment une lutte de pouvoir très forte avec les sociétés savantes dans certaines maladies, donc avec les professions médicales, avec certaines filières de maladies dans les maladies rares, donc les pôles scientifiques en fait qui sont liés avec les maladies et qui vont organiser tout le parcours du soin du patient, donc qui vont avoir des conséquences vraiment sur sa vie. Et moi je pense que ça c'est encore quelque chose d'extrêmement fort et parfois d'écrasant pour les malades, pour les associations. Et en fait, les associations font des choses, par exemple pendant le Covid, premier confinement, héroïsation des médecins, on les applaudissait, etc. Donc personne n'a applaudi les associations de patients. Pourtant, quand il y avait des reprogrammations d'opérations pour les malades chroniques, parce qu'on leur a dit l'hôpital est fermé, il se trouve que c'est des gens qui se sont retrouvés dans une grande souffrance, une détresse tout seuls, et ils se sont tournés par exemple vers les associations. C'est elles qui ont pris en charge en fait toutes ces personnes. Et c'est elles, par exemple, qui ont mis en place, qui ont poussé la sécurité sociale à mettre en place des dispositifs de télédéclaration. Vous savez, si vous étiez à risque pendant le Covid, vous pouviez faire la déclaration en ligne en disant peut-être qu'on peut faire confiance aux gens qui connaissent leur maladie. Et voilà. Et donc,
Donc ça, c'est vraiment des choses. Et puis finalement, elles me disent, notre plaidoyer, il a réussi puisque ça a été mis en place pour les patients. Mais dans l'opinion publique, moi je pense qu'il y a un travail dans les médias aussi à faire, parce que comme c'est quelque chose qui est un peu dévalorisé, la maladie, on ne le montre pas, quoi. Vous n'avez pas vu pendant le Covid sur les plateaux télé beaucoup de responsables d'asso qui pourtant connaissaient vraiment le sujet, étaient... Oui, ça, oui, même ça, on n'a pas vu en fait. C'était des comités d'experts. Oui, tout à fait. Oui, ça dit déjà beaucoup, quoi. Et c'est le cas pour plein de maladies. Souvent, on n'a pas le représentant d'une association de patients sur le plateau, quoi. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais ajouter d'autres choses? Est-ce que tu penses qu'on a oublié des choses? Ou est-ce qu'on demande au public si vous avez des questions, si on n'a pas été clair quelque part, si on vous a emmêlé les pinceaux ou pas? Voilà. En tout cas, nous, on est hyper contents de pouvoir parler de ça. En plus, on le fait dans la joie. On n'est pas en train de dire que... comment vous dire, c'est juste une réalité avec laquelle beaucoup de gens vivent et beaucoup de gens ne peuvent pas en parler. Et c'est ça qui est pesant, en fait. Peut-être passer l'extrait de 120 battements. Oui, on peut passer l'extrait de 120 battements par minute. Alors, on vous dira pourquoi il faut voir ce film. Ouais, oui. Si vous l'avez pas vu, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour l'appellation. Il faut savoir que ne regardez pas, existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, je suis pas pédée. À Act Up Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Moi, dans ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, quand ça se résume. Et moi, je trouve ça... moi, j'adore ce film parce que c'est... je trouve qu'il y a toutes les dimensions de la maladie. Il y a le corps malade, mais aussi la fête, la danse, la vie, son histoire d'amour. Il y a, ils le disent d'ailleurs, l'enjeu politique des associations, l'engagement, l'activisme, où on se dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, quoi. Et puis, et c'est un des seuls films qui montre le travail associatif, où on voit que il y a Act Up qui est militant, qui va permettre de décentrer le débat sur parfois des enjeux qui ne sont pas les plus urgents. Et puis il y a AIDS qui va être dans les pourparlers de façon un peu plus institutionnelle. Donc montrer aussi justement que ces associations avaient toutes un rôle politique et qu'elles se sont organisées entre elles aussi pour créer ce militantisme. Et il y a aussi la transformation sociale, on en parlait, la transformation de la société par ce mouvement. On entend au début qu'ils vont à un moment dans un lycée, je crois, pour distribuer des préservatifs. À l'époque, c'était impensable. Et donc le sida,
ils se sont battus, certes, pour avoir des traitements et tout. Parfois, on pourrait dire, bah, oui, mais bon, les malades, ils se battent que pour eux-mêmes. Et puis, en fait, ça a permis de lever des tabous énormes autour de la sexualité. Donc, ils ont élargi ce qui était dans l'intime, ils l'ont mis sur la place publique. C'est devenu des enjeux publics. Ça, c'est vraiment une action transformatrice de la société. Et puis... ils n'ont pas fait que des choses pour eux-mêmes ou pour leur maladie. Ça a apporté même aux citoyens, on appelle ça le citoyen lambda. Et c'est ça aussi les apports et l'intérêt démocratique d'inclure les personnes malades. Oui, tout à fait. Et puis on voulait aussi, parce qu'en fait, on voulait vous montrer une photo qu'on aime bien. Ça, c'est évidemment, quand on pense à quelqu'un de malade, on pense à nous, en tout cas, on pense à Frida Kahlo. Et en fait, ce qui est beau, ce qui est chouette dans cette image, c'est que c'est justement le malade au travail sur lui-même. C'est ça. Et voilà, on aimait bien cette photographie aussi. Et la production voilà, c'est pas... Frida, son travail, c'est pas parce que je suis dans mon lit que je fais pas des choses incroyables. Alors, tout le monde fait pas des choses comme Frida Kahlo, certes, mais on peut faire plein de choses de son lit, en fait, même des actions politiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous en avez. Si vous voulez pas les poser là, mais plus tard, vous pouvez aussi. Et voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. On va finir sur une... Je vais mettre de la musique. Tiens. On va mettre les vacances à l'hôpital. Je si bien son goût dans les journées ensoleillées.